Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans votre émission littéraire Mots d'ici et d'ailleurs. Mots d'ici et d'ailleurs est une émission proposée et préparée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec la RTD. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette magnifique bibliothèque nationale une jeune écrivaine novice dans l'écriture, mais au talent promoteur. Elle vient de publier, il y a juste une année, sa première œuvre littéraire, un roman intitulé « Zahra, la rose des lys ». Il s'agit de mademoiselle Raouia Mustafa Ali. Merci Raouia d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans l'émission. Avant d'aller plus loin, qui est mademoiselle Raouia Mustafa Ali? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci de me permettre d'être dans ce lieu si exceptionnel. C'est un grand honneur pour moi. Alors, pour me présenter, je m'appelle donc, comme vous l'avez dit, Raouia. Je suis née à Marseille, j'ai grandi à Djibouti. Très tôt, ma mère m'a inscrite à l'Institut français de Djibouti, bien avant de savoir lire. Et j'aimais déjà regarder et les images et les mots que je ne comprenais pas. Puis j'ai appris à lire. Et là, je me suis mise à emprunter plein de livres, à l'IFAR tout d'abord, puis à la bibliothèque au lycée français de Djibouti plus tard. Et au fur et à mesure que je lisais et que les mots m'intéressaient, je me suis mise à écrire. Tout d'abord de la poésie, puis des nouvelles. Et en 2019, j'ai écrit du coup Zahra, la rose des lys, que j'ai tout d'abord laissé dans un coin pour moi. Et puis après, en 2020, quand il y a eu la crise du Covid, le confinement, j'ai créé mon blog littéraire où j'ai publié mes nouvelles. Et j'ai une amie qui m'a parlé il y a un an de la journée francophone du manuscrit. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai envoyé mon manuscrit, il a été accepté et il a été publié du coup il y a tout juste un an. J'en suis très fière. Très bien, merci Raouia. Comme je le disais tantôt, Zahra, la rose des lys est votre première publication. Vous racontez l'histoire très émouvante d'une jeune femme nommée Zahra, qui n'est autre que le personnage principal de votre roman. Dès l'incipit, vous prenez le lecteur dans les mailles de votre récit. Un récit poignant, bouleversant, qui ne laisse personne indifférent. Tout au long du roman, avec un style fluide et limpide, vous plongez et promenez le lecteur dans la vie intime de la narratrice. Vous peignez avec lucidité les dédales d'une vie faite de blessures, blessures psychologiques, blessures physiques, blessures sentimentales. En effet, entre abandon, agression, drame familial, blessures, amour, amitié, rire, larmes, voyage et psychothérapie, par votre plume, Zahra livre cache au lecteur sa vie de jeune fille, de sœur, de femme, de mère. En somme, vous entraînez le lecteur dans le passé de la narratrice, Zahra, un passé qui l'enchaîne, l'engloutit pour expliquer son présent et envisager un futur. Mais quel futur quand on mène une vie empreinte de violence? Quel avenir quand on vit
une vie rythmée et jalonnée de blessures multidimensionnelles. Raouia, pour que nos téléspectateurs puissent nous suivre, résumez-nous votre roman Zahra, la rose des lys. Okay. Alors, Zahra, la rose des lys, c'est Zahra qui raconte son histoire, qui débute malheureusement avec l'abandon de son père, qui les abandonne sa mère, son grand frère Sofiane et elle-même. Plus tard, quelques années plus tard, sa mère se remarie avec Ali, du coup qui devient son beau-père. Elle croit avoir un père, avoir le droit enfin d'avoir une vraie famille. Elle a deux petits, un frère et une sœur qui naissent de l'union de sa mère et de Ali. Et quelques années plus tard, le frère de Ali vient s'installer chez eux. De là se passent des drames familiaux entre eux qui vont conduire à la mort, j'ai envie de dire, prématurée de Nour, sa mère, et qui vont laisser Zahra avec beaucoup de questionnements, avec beaucoup de tristesse. Et quelques années plus tard, elle rencontrera Olivier qui va l'aider à éduquer son petit frère Ammar et sa petite sœur Malak. Et de là va naître du coup ce petit cocon familial entre eux. Et eux vont finir par grandir, quitter ce nid. Et là, Zahra va être un peu perdue et va décider de partir découvrir le monde. Elle va aller entre autres en Palestine, au Maroc, dans plein d'autres pays, ce qui aura un impact sur sa relation avec Olivier. Et puis finalement, un jour, elle va décider de tout quitter parce qu'elle a trop de souffrance, qu'elle a envie de se créer un nouvel avenir et elle va aller à Marseille. Sauf qu'on ne fuit pas aussi facilement son passé, qui va finir par la rattraper parce qu'elle va devenir assistante sociale. Elle va avoir en face d'elle des femmes qui ont vécu des choses comme elle. Et de là, à force de vouloir fuir son passé, elle va rencontrer Hakim, avec lequel elle va se marier très vite. Sauf que malheureusement, très vite, les coups vont commencer. Et ça va s'empirer à la naissance de leur fils Yanis. Entre chômage et fatigue, Hakim ne se contrôle plus et il la frappe et il la frappe et il la frappe. Jusqu'à ce que Zahra ait la chance de rencontrer Rani sur son chemin, une femme qui a connu les mêmes choses qu'elle, mais qui a réussi à s'en sortir, ce qui lui permettra justement d'avoir une ouverture vers un meilleur futur. Pour le reste, il faut lire. Voilà. Très bien. Voilà que le cadre est posé. Maintenant, nous allons analyser votre œuvre. La première question, comme je le disais tout à l'heure, par le biais de votre plume, la vie de Zahra elle est faite de blessures. Quelle a été votre intention? Quel sentiment cherchez-vous à faire naître chez le lecteur? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Zahra, la rose des lys, est basée sur une histoire vraie, d'une femme qui existe vraiment, qui a vécu la majorité de ce qu'il y a dans le roman. Donc, c'est une histoire inspirée de la réalité. Exactement. Et si j'ai choisi de raconter cette histoire précisément, c'est parce que dans mon chemin, lors de mes voyages, lors de tous les métiers que j'ai pu avoir et de toutes les personnes que j'ai pu croiser, beaucoup de femmes m'ont raconté la même histoire. Beaucoup de femmes m'ont raconté des histoires similaires. Et j'ai trouvé qu'il était temps d'en parler pour éveiller les consciences, pour mettre la lumière sur les violences intrafamiliales, sur les violences conjugales et surtout sur les conséquences que ça peut avoir sur une personne. Malheureusement, j'aurais préféré que Zahra ait une vie un peu moins douloureuse, mais ce n'est pas le cas. Je lui souhaite d'avoir un meilleur futur. Donc voilà, c'est vraiment pour éveiller les consciences que j'ai écrit Zahra. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que par une telle mise en scène, est-ce que vous cherchez que le lecteur se projette dans le personnage de Zahra et se demande ce qu'il ferait à sa place face aux situations rencontrées? Alors, dans un sens, oui. Je veux que les personnes à qui c'est arrivé puissent se reconnaître dans Zahra, puissent se dire « Ah, ça n'arrive pas qu'à moi » ou « ça n'arrive pas qu'aux autres » et qu'ils puissent se poser les bonnes questions et se dire « Bon, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Parce que c'est très facile de dire à une personne « Mais pourquoi tu restes dans une situation toxique ou violente ?» Mais non, il faut connaître la personne, son passé, et c'est pour ça que là je raconte le passé de la personne,
pour que le lecteur puisse se mettre à sa place et se dire, bon, ben, finalement, la prochaine fois quand je croiserai une personne comme ça, je me poserai des questions avant de juger, avant de poser certaines questions, je réfléchirai. Très bien. À la lecture de votre roman, le lecteur sent que Zahra est un personnage enchaîné par son passé. Elle n'arrive pas à s'en défaire. Pour pouvoir se projeter dans l'avenir, qu'avez-vous voulu montrer en enfermant psychologiquement la narratrice dans un passé douloureux? Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est que quand on a un passé douloureux et qu'on reste enfermé dans ce passé-là, on ne peut pas avancer. On répète les mêmes schémas, on retombe sur les mêmes personnes, sur les mêmes violences, sur les mêmes douleurs, encore et encore. C'est faut beaucoup de courage et d'énergie pour décider de s'en sortir, pour décider de briser les chaînes qui nous lient justement à ce passé-là, mais tant qu'on ne le fait pas, on n'est pas libre, et tant qu'on n'est pas libre, on souffre. Très bien. Alors, au fil de la lecture, d'ailleurs c'est ce que j'ai remarqué et que les lecteurs, vos lecteurs remarqueront, j'espère, c'est que le contraste est partout dans votre roman. Par exemple, Noor, c'est celle qui illumine. Elle laisse ses enfants dans le noir, même si elle, c'est une femme très brillante, mais elle laisse ses enfants dans le noir et dans le désespoir. Hakim, le mari de Zahra, n'a rien de sage. Il est diamétralement opposé au personnage Zahra. Zahra, à la fois, elle est romantique, mais aussi rêveuse et très pragmatique. On peut continuer la liste ainsi. Pourquoi jouez-vous sur les contrastes? Alors, je joue sur les contrastes parce que pour moi, rien n'est tout blanc ou tout noir. Et encore plus, l'être humain, c'est un être qui est complexe. Et il faut savoir accepter autant sa part de lumière que sa part sombre. Les personnes qui peuvent nous paraître mauvaises ne sont pas totalement mauvaises. Elles ont une part de lumière, donc une part de bonté. Et les personnes qui, pour nous, sont bonnes, sont gentilles, etc., ont aussi leur part sombre. C'est pour ça que Noor, qui est effectivement la lumière et qui est une mère, finalement, elle laisse une part très sombre et une part très noire finalement à ses enfants, bien avant de partir, et puis une fois qu'elle part aussi. Et c'est ça qui m'intéresse, et surtout parce que moi, la psychologie, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que mes personnages aient une vraie construction. C'est ça qui était le plus dur, mais le plus intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un contraste, que ce ne soit pas tout lisse, parce que personne n'est tout lisse. Zahra, nous l'avons dit, c'est ce personnage qui vit vraiment des violences conjugales. Et pour s'échanger les idées, comme vous l'avez dit dans votre introduction, elle prend des risques. Elle décide de voyager, de quitter Paris, un pays, une ville stable, Marseille, pour se rendre dans un pays en guerre, la Palestine. Comment expliquez-vous ce choix? Elle a décidé de quitter un pays où tout est stable, il y a la paix, elle pourrait même voyager à l'intérieur de la France. Mais elle décide d'aller loin, très loin, mais de surcroît un pays où les bombes pleuvent. Pourquoi Zahra a-t-elle pris un tel danger? Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans la communauté arabo-musulmane en France, la Palestine a une grande place. On n'oublie pas les Palestiniens, on essaye de se battre pour eux. Et là, Zahra, il y a une double chose. Petit 1, il y a son engagement personnel, humainement et humanitairement, qui lui donne envie d'aller en Palestine, mais surtout, elle a tellement vécu de souffrance que finalement, elle ne connaît pas la notion de danger. Parce que c'est un enfant qui a grandi dedans, du coup, elle ne sait pas c'est quoi. Donc, en grandissant ainsi et en devenant adulte, pour elle, aller
en territoire de guerre ou de paix, c'est la même chose. Tout ce qu'elle voit, c'est pouvoir aider les autres à se guérir de ce qu'elle ne peut pas guérir, ses propres souffrances. C'est pour ça qu'elle va en Palestine, la tête la première, sans même se poser de questions sur la situation géopolitique. Dans votre roman, la figure de l'homme n'est pas des plus réjouissantes. Le père, le beau-père, le petit frère, l'époux, tous impactent négativement la vie de Zahra. Chacun à sa manière, mais vous incriminez moins ses choix à elle et ses décisions. Le parcours chaotique de Zahra n'est pas seulement l'œuvre de sa vie. Ne pensez-vous pas qu'elle a une part de responsabilité, Zahra, si aujourd'hui elle se trouve dans cette situation et qu'elle mène une vie difficile? Alors, tout d'abord, en tant qu'enfant, elle n'avait pas choisi. Pour son père, son beau-père, son frère, tout ce qui s'est passé quand elle était enfant, elle ne l'a pas choisi, c'est sa mère qui l'a choisi. Et c'est ça qui est important à retenir déjà sur cette partie-là. Et malheureusement, comme elle n'a pas fait de travail pour casser les chaînes qui la retenaient à son passé, plus tard, une fois adulte, elle repart dans ce qu'elle connaît. Inconsciemment, elle repart dans la violence, elle va chercher quelqu'un qui lui rappelle ce passé-là, donc Hakim. Alors oui, effectivement, elle a une responsabilité en tant qu'adulte, parce qu'elle pourrait se dire, bon, je vais faire un chemin de guérison pour aller chercher la paix, pour aller chercher quelqu'un qui sera bon pour moi. Sauf qu'à ce moment-là de sa vie et de son histoire, elle n'était pas prête à cela, elle ne le voyait pas. Du coup, inconsciemment, elle est repartie dans les mêmes schémas. Donc oui, on a tous toujours une part de responsabilité, mais encore faut-il s'en rendre compte. Elle ne s'en rend pas compte? Non. Du tout. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause et donner la parole au public pour qu'il puisse poser des questions à notre invité. Alors, qui est-ce qui voudrait poser des questions à l'invité? Bonjour, je m'appelle Moudan Abdullah Ali, je viens de Hayabli, je suis en lycée d'État, je suis en première ES3 et j'aimerais vous poser cette question. Lorsque vous dites qu'elle a rencontré Hakim, est-ce que ça signifie que le début de ses problèmes ont commencé? Alors, en tant qu'adulte, oui, mais pas directement, pas dès le départ, parce qu'elle le rencontre, elle apprend à le connaître. Et quand elle apprend à le connaître, elle a quelqu'un qui lui ressemble, qui a la même culture qu'elle, qui la comprend, et elle ne se rend pas compte de la personne qu'il sera plus tard, donc l'homme violent qu'il est devenu bien après leur mariage. Lorsque vous dites que son mari, son frère et son père sont contre elle, et lorsque vous dites qu'elle est partie de sa responsabilité envers ses enfants, et qu'elle a laissé ses enfants dans le noir. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire à travers ça? Alors, pour Nour, du coup la maman de Zahra, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été au courant de certaines choses qui se sont passées pour Zahra dans son enfance chez elle et pour lesquelles elle n'a rien fait. En tout cas, du point de vue de Zahra, elle n'a rien fait. Et le jour où elle décède brutalement, elle laisse ses enfants, donc Zahra, Sofiane, Ammar et Malak, avec des questions. Pourquoi ça arrivé? Pourquoi ça leur est arrivé si tôt? Parce que bon, elle perd sa mère, elle a 17 ans, c'est très jeune pour perdre sa mère. Et finalement, elle n'a pas de réponse à ces questions. Et Nour, elle les laisse là avec plein de questions. Pourquoi elle ne l'a pas aidée quand elle a eu des problèmes? Pourquoi elle n'a rien fait? Pourquoi elle n'a pas su l'écouter? Et finalement, aujourd'hui, pourquoi elle l'a abandonné? Parce qu'un décès pour un enfant qui ne comprend pas, c'est un abandon, même si ce n'est pas volontaire. Je m'appelle Ayane Awala Aoulet et j'habite à Carcis. Et je suis au lycée d'État en première ES4. Oui, j'aimerais poser une question à Madame Rawia. Qu'est-ce qui l'a poussé de se marier, genre, avant de connaître cet homme? Qu'est-ce qui l'a vraiment poussé, vraiment vite fait, pour se marier avec, s'épouser avec cet homme? Alors, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, au moment où Zahra part à Marseille, elle a envie de fuir Paris, de fuir tous ses problèmes.
Et elle rencontre quelques temps plus tard Hakim qui, au premier abord, lui paraît plaisant, il lui ressemble, ils ont la même culture, ils s'entendent bien. Et comme elle a des choses à oublier, quand il lui demande sa main, elle réfléchit même pas. Elle se dit « Ok, je vais dire oui et je vais enfin pouvoir créer ma famille. Et si je crée ma propre famille, ça va effacer toutes les douleurs que j'ai eues et entre guillemets la famille que j'ai pas eue quand j'ai été jeune. » C'est pour ça qu'elle lui dit vite oui, sans même le connaître pendant longtemps. Ils se sont connus 6 mois, plus ou moins 6 mois avant de se marier. Donc voilà, elle avait des choses à faire. Je m'appelle Fauzier Yassine et je viens du lycée de Gabrot. Je voudrais vous poser des questions. La première question, c'est pourquoi avez-vous choisi comme titre Zahra la rose des lys, alors qu'il n'y a rien de rose dans la vie de Zahra? Sa vie est vraiment triste, chaotique. La deuxième question serait pourquoi elle n'a pas choisi de se libérer? Pourquoi elle est restée bloquée même en étant adulte? Pourquoi elle n'a pas choisi d'en parler, psychologiquement se libérer? Déjà, merci pour les questions, elles sont hyper pertinentes. Pour le titre, Zahra la rose des lys, j'ai choisi déjà Zahra parce que ça veut dire la rose, et on le voit à un moment donné dans le livre, je l'explique. C'est au moment où elle connaît Olivier, où elle lui dit son prénom, enfin bref, elle lui explique pourquoi elle s'appelle Zahra. Et la rose des lys, c'est pas pour la couleur rose que j'ai choisie, mais vraiment pour la fleur, parce que la rose, c'est quand même une fleur qui est belle, mais qui a des épines. Donc ce n'est pas une fleur simple d'accès, simple à attraper. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, pour qu'il y ait un contraste entre l'image qu'on a de la femme, qui doit être féminine, qui doit être douce, etc., et le côté épineux du passé de Zahra, petit 1. Et petit 2, je ne me rappelle plus de la deuxième question. C'était pourquoi elle n'a pas choisi de se libérer psychologiquement en étant adulte? Pourquoi elle a continué d'être bloquée? Alors, ce n'est pas réellement un choix. C'est que c'est très compliqué pour tout le monde, quand on a vécu des choses compliquées, de se rendre compte de l'impact que ça a sur notre vie et donc de se dire « bon, je dois me libérer de ça ». Et puis, petit 2, surtout, c'est un chemin très long. C'est beaucoup de souffrance pour se libérer, il faut avoir envie. Et je pense que ce qui fait que la majorité des personnes ne le font pas, c'est qu'il faut accepter de voir ces réalités-là en face, de se dire « ok, j'ai vécu ça », c'est de le revivre plus tard. C'est parce que là, ce qui s'est passé pour Zahra, c'est qu'elle a mis son passé de côté, elle ne voulait plus le voir, elle voulait se dire « bon, ça ne m'est pas arrivé, c'est bon, c'est derrière moi ». Donc là, partir en parler à quelqu'un, ça voudra dire que ça existe et que c'est encore présent dans sa vie et c'est ce qu'elle ne veut pas. Voilà pourquoi elle ne fait pas ce travail-là de libération inconsciemment, elle ne le fait pas et pourquoi elle est toujours enchaînée à son passé. Bien, nous allons continuer à décortiquer votre œuvre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Certainement, vous avez d'autres questions, j'espère. Alors, Raouia, au fur et à mesure que le récit progresse, le lecteur sent un parallélisme entre le comportement de Zahra, d'une part, et le comportement de la vie de sa mère. Vraiment, il y a un parallélisme très étroit. Donnez-nous quelques exemples de ce parallélisme. Ce qui se passe, c'est que Zahra, en grandissant, en devenant femme et en devenant elle-même mère, elle se rend compte que finalement la vie de mère n'est pas aussi simple, que la vie de sa mère et ses choix n'ont pas été aussi simples. Et où on a un parallèle très frappant pour moi, c'est dans sa relation avec son fils. Nour a voulu avoir une famille, elle a voulu protéger ses enfants, qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils aient une vraie enfance, et c'est pour ça qu'elle n'est jamais partie, qu'elle n'a jamais laissé tomber Ali. Et plus tard, donc Zahra, malgré tout ce qu'elle vit avec Hakim, elle ne part pas non plus, parce qu'elle veut que leur fils Yanis ait une enfance et une famille, et finalement, elle fait les mêmes choix que sa mère, elle ne part pas. Donc, à travers ces parallélismes, qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Est-ce qu'on peut dire que l'état d'esprit de Zahra a évolué?
Oui, totalement, parce qu'au tout début, il ne faut pas oublier que Zahra, elle parle en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, on a un regard sur nos parents qui est très différent. Et encore plus quand on devient adolescent, on a un regard très critique parce qu'on se rend compte que ce n'est pas des super-héros, que ce n'est pas des rois et des reines, mais des êtres humains comme nous. Et là, tout ce qu'elle a vécu à son adolescence, oui, elle en veut à sa mère parce qu'elle ne comprend pas en tant qu'enfant ses choix. Mais finalement, une fois qu'on devient adulte, on a des expériences de vie, on mûrit et elle se rend compte que la vie n'était pas aussi simple pour sa mère, que les choix, en plus, dans ces années-là, qui étaient les années 90, n'étaient pas les mêmes choix qu'on a aujourd'hui, et elle finit par comprendre. Mais il lui a fallu du temps et de l'expérience. Tout à fait, parce que Zahra, elle en voulait beaucoup à sa mère lorsqu'elle était jeune, adolescente, mais une fois devenue adulte, quand même, on sent qu'elle a compris pourquoi sa mère a voulu garder son foyer. Elle a voulu préserver son foyer. Et justement, à ce titre, vous écrivez, c'est Zahra qui dit « Ma vie de femme mariée et de mère m'avait éloigné de la femme que j'étais au fond de moi et encore plus de celle que j'avais espéré devenir un jour. » Là, on sent que vraiment, il y a une évolution de l'état d'esprit du personnage principal. Oui, parce qu'au fond d'elle, Zahra se voyait comme une femme libre, comme une femme qui se battait pour elle et pour les autres, et elle n'aurait jamais cru pouvoir vivre les violences conjugales et rester là. Pour elle, non, c'est une femme qui tient tête, parce que plus jeune, justement, elle s'est battue pour avoir la garde de son petit frère et de sa petite sœur, et finalement, elle se rend compte que la vie d'adulte n'est pas aussi simple, et qu'aujourd'hui, c'est une femme victime de violences conjugales, mais qui reste Mûre. et mûre. La question suivante que je voudrais vous poser, c'est que Zahra regrette de s'être mariée vite avec Hakim, juste pour oublier Olivier. Oui. Et à ce propos, elle dit « Je m'étais engagée trop vite dans une relation qui était devenue vite toxique et qui aujourd'hui m'est tuée à petit feu. » Est-ce que, rien que cette phrase, est-ce un message adressé aux jeunes? Oui, totalement. Quand on vit des choses compliquées, il faut éviter de les fuir parce qu'on met ce qui va mal sous le tapis, sauf qu'un jour ou l'autre, ça ressort et quand ça ressort, c'est encore plus violent. Et là, dans le cas de Zahra, elle a cru qu'en se mariant avec Hakim, en se mettant avec Hakim, elle allait réussir à oublier son passé, à oublier sa propre douleur de sa séparation avec Olivier. Sauf qu'elle se rend compte que non, ce n'était pas le bon choix. Ce qu'elle aurait dû faire, c'était vivre sa souffrance, l'accepter, travailler dessus, faire tout ce travail thérapeutique pour se libérer, au lieu de vite prendre la première personne qui lui a tendu la main et qui finalement a été une main empoisonnée. Ah, malheureusement. D'autre part, on sent également à la lecture de votre roman, le poids du passé est une thématique qui traverse toute l'œuvre. Oui. Pas seulement à travers le personnage principal Zahra, mais également à travers d'autres personnages comme Sofiane et Adel. Eux aussi sont enfermés dans leur passé. Ils sont enchaînés par ces passés qui le tiennent. Faut-il trouver des explications à tout? Oui, je pense que c'est mon côté futur psychologue qui a parlé dans le roman. Mais effectivement, de mon point de vue, toutes les réponses sont dans notre passé, sont dans les événements qu'on a vécus plus jeunes, sont dans l'environnement qu'on a eu. Et c'est ce qui fait que plus tard, une fois qu'on devient adulte, on prend certains chemins plutôt que d'autres. Et dans leur cas, eux, des chemins assez compliqués. Ils ont un parcours encore à faire. Ah oui. Très bien. Maintenant, je vais redonner la parole au public. Qui est-ce qui voudrait prendre la parole? Bonjour, moi c'est Hawa Youssouf Awali. Je suis titulaire d'un master en littérature et linguistique depuis peu. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que la narratrice est entourée par
par un entourage masculin très malsain pour elle depuis son enfance. Après, elle va se marier à un homme qui va la violenter, qui va la frapper. Elle reste dans une relation très toxique pour elle. Elle ne va pas quitter. Donc, est-ce que vous pensez que c'est dû à son passé, à son manque d'amour paternel? Généralement, c'est les femmes qui restent dans des relations toxiques, c'est des femmes qui ont eu un abandon durant leur enfance. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça? C'est pour ça qu'elles ne passent pas les caps? Alors, effectivement, un enfant se construit, surtout au niveau des émotions, par rapport à ses parents, donc sa mère et son père. Là, malheureusement, Zahra n'a pas connu son père biologique et ça s'est très mal passé avec son beau-père. Ce qui fait que plus tard, effectivement, comme elle n'a pas eu d'amour, elle va partir sur les bases malsaines qu'elle connaît. Elle va chercher quelqu'un qui va la violenter. Parce qu'avant de connaître Hakim, elle a quand même été de longues années avec Olivier, qui lui était un homme sain, qui l'aimait, qui lui montrait qu'il l'aimait, mais elle n'y arrivait pas. Elle était obligée de voyager beaucoup, de partir loin de lui, parce qu'elle n'y croyait pas. Elle se disait, mais non, c'est pas fait pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça va forcément mal tourner. Et quand elle tombe sur Hakim et que finalement il est violent avec elle, elle se dit oui, je le méritais parce que c'est tout ce qu'on m'a donné et c'est tout ce que les hommes m'ont montré, c'est que ça doit être ça. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Moumina Ali Youssouf, je suis en classe première L, je viens de lycée Odankas. J'aimerais poser une question à Madame Raouda. Est-ce que c'est la réalité, l'histoire des Zahra? Alors effectivement, l'histoire de Zahra, la rose des lys, est basée sur une histoire réelle, qui s'est réellement et qui se passe réellement. Et au-delà de Zahra, c'est une histoire qui se passe tous les jours. Tous les jours, vous pouvez croiser une femme victime de violences conjugales. Après, le passé diffère d'une personne à l'autre. Mais là, effectivement, Zahra existe. J'ai juste changé les noms, quand même, par respect pour les personnes. Voilà. Merci. Alors, j'aimerais d'abord vous féliciter. C'est la première fois que j'entends parler et de vous et de votre œuvre. Je me présente, je m'appelle Hasna Mohamed Ali, professeur de lettres. Alors, ma question, Zahra a connu une enfance pleine de souffrances, une enfance douloureuse. Après, étant adulte, elle a vécu aussi une vie conjugale compliquée, toxique. D'après la succession des décisions qu'elle prend, elle décide de voyager en Palestine. Est-ce qu'on ne peut pas relier ça à son attachement au danger? Elle a vécu, elle n'a connu que ça, que la souffrance, que les dangers. Est-ce qu'on ne peut pas, à la fin du livre, se rendre compte qu'elle s'est vraiment attachée au danger et qu'elle ne peut plus vivre sans ça? À un moment donné, dans sa vie, effectivement, elle ne se rend même plus compte de ce qu'est le danger. Elle n'a pas appris la différence entre le bien, le mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est dangereux surtout, et ce qui ne l'est pas. Du coup, effectivement, quand elle part en Palestine, pour elle, ça lui paraît totalement normal. Elle ne se pose même pas la question du fait qu'il y ait des bombes, qu'il y ait des problèmes géopolitiques, tout ça, elle n'y pense pas, elle y va. Après, il faut savoir que plus Zahra va grandir, plus elle va rencontrer de personnes, et à la fin, elle finit par rencontrer Rani, qui est une autre femme qui a connu les violences, mais qui a réussi à s'en sortir et à en faire quelque chose de positif dans sa vie, ce qui va permettre à Zahra d'avoir une petite ouverture et de se rendre compte qu'effectivement, ce qu'elle vit n'est vraiment pas normal, qu'elle mérite mieux, qu'elle mérite la paix, et que maintenant, il est peut-être temps pour elle de prendre ce nouveau chemin. Surtout qu'effectivement, là, elle reste en partie pour son fils, parce qu'elle veut qu'il ait une vie heureuse, mais elle se rendra compte aussi que peut-être partir serait la meilleure solution pour que son fils puisse vraiment être heureux et vivre dans un environnement qui ne sera plus toxique et que lui pourra connaître la différence entre le bien et le mal. Salam alaikum, je m'appelle Abdelkader Malkou Kamil, je suis en classe de terminale ES2, je viens du lycée d'État. Ma question elle est un peu différente. Qu'est-ce que ça fait d'être une écrivaine? Qu'est-ce que ça fait d'être une écrivaine? C'est très complexe parce qu'au départ, quand j'ai écrit mon roman, avant qu'il soit publié, je ne me sentais pas légitime de dire que j'étais écrivaine. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le syndrome de l'imposteur où on se dit mais est-ce que vraiment je mérite d'être une écrivaine parce que je ne suis pas connue, je ne suis pas Victor Hugo, je ne suis pas Marguerite Duras, je ne suis pas des noms connus.
Et puis le jour où je l'ai publié, où j'ai eu la chance de rencontrer Yasmina Khadra, qui est un auteur connu internationalement, qui m'a regardée et qui m'a dit « mais vous êtes écrivaine, il faut que vous l'acceptiez ». Là, je me suis dit « ok ». Et aujourd'hui, c'est une grande responsabilité parce que je n'ai pas juste envie d'écrire des livres qu'on pourrait lire comme ça facilement et oublier. Je veux faire passer des messages et je pense que c'est ça qui est le plus important et le plus dur, c'est de décider d'être une messagère plus que juste écrivaine. Très bien, nous allons poursuivre les questions. Rawia, votre œuvre véhicule beaucoup de messages. Des messages à l'endroit des jeunes, des époux, des sœurs, des frères, de toute la famille. Mais comptez-vous rendre universel et atemporel votre fiction et ses messages alors que vous l'avez placé dans le monde d'aujourd'hui et avec les mœurs d'aujourd'hui? Alors, effectivement, je n'ai pas trop de prétentions, mais je pense que Zahra peut être une œuvre intemporelle et universelle pour les messages qui sont véhiculés. Pas tant pour le cadre de l'histoire, pas tant pour les mœurs qu'on peut avoir par rapport à sa relation avec Olivier, à son rapport avec sa famille, etc. Mais vraiment pour les messages de fond par rapport aux violences faites aux enfants, aux violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes. Et encore plus positivement, dans la partie positive, c'est aussi toute la partie sororité, parce que toutes les femmes de sa vie sont importantes dans sa construction et plus tard, du coup, dans son chemin pour se libérer. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant et c'est pour ça que je pense que c'est une œuvre qui peut parler à tout le monde. Et j'ai eu de la chance parce que, du coup, mon roman a été lu dans différents pays et toutes les personnes qui ont vécu des histoires à peu près similaires que Zahra m'ont dit merci parce qu'ils se sont retrouvés, ils se sont dit mais enfin on parle de nous. Et c'est pour ça que je pense que mon œuvre, oui, elle peut être intemporelle et universelle, mais on verra bien. Merci Rawia. Alors nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Avant de refermer l'émission, Rawia, quel est votre mot de la fin? Un message à faire passer aux jeunes, à vos lecteurs? Alors oui, à mes lecteurs et aux jeunes en général, il faut parler aujourd'hui des violences que vous pouvez vivre, que ce soit à l'école, à la maison, au travail, etc. En général, pour pouvoir s'en libérer. Il ne faut plus rester enchaîné à son passé, il faut avoir le courage de se battre. Ils ne sont pas tout seuls et surtout au-delà de mon roman, en général, par rapport à ma propre histoire et mon propre parcours, tout est possible, qu'on soit un homme, une femme, jeune, moins jeune. Quand on croit à un projet, il faut y aller et ne pas se laisser abattre, même si on ne réussit pas dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être ici avec vous, en France. Je n'ai pas eu cette chance-là. Et c'est ça que je veux aussi faire véhiculer. Tout est possible quand on y croit. Très bien. C'est sur ce beau message que nous allons clôturer notre émission, Mots d'ici et d'ailleurs. Il ne me reste plus qu'à remercier notre invitée, Madame Rawia Mustafa Ali. Merci Rawia d'être venue. Un grand merci à vous, chers élèves. Vous avez activement participé à l'émission. Un grand merci à vous, téléspectateurs. D'ici la prochaine émission, bonne lecture.